Bienvenue sur Boîte Magique, où nous nous aventurons dans les recoins les plus sombres de l'histoire médiévale et de la Renaissance. Nous allons découvrir 10 récits d'époque qui dépassent souvent ce que l'on pourrait imaginer en termes de violence, de superstition ou de brutalité politique. Qu'il s'agisse d'un pauvre fermier accusé de lycanthropie, d'un pape exhumant le cadavre de son prédécesseur pour le juger, ou encore d'une épidémie qui a décimé la moitié d'un empire, chaque histoire témoigne des tensions extrêmes de ces siècles anciens. Dans l'imaginaire collectif, le Moyen-Âge et ses périodes voisines sont synonymes de chevaliers, de donjons et de châteaux. Pourtant, derrière l'architecture et les armures se cachait une réalité faite de guerres civiles, de procès absurdes, de gestes fanatiques et de craintes religieuses profondes. Entre l'angoisse permanente de la mort et la recherche d'un bouc émissaire, bien des événements marquants se sont inscrits dans la mémoire collective. Nous allons donc plonger dans ces chapitres méconnus ou mal compris, à travers 10 exemples révélateurs de la face la plus sombre de cette époque. Installez-vous, car ces 10 histoires, bien que troublantes, illustrent la réalité d'un monde où la foi pouvait se mêler au fanatisme, où la justice se confondait avec la torture, et où le sort d'une personne ne tenait parfois qu'à un simple soupçon de sorcellerie. Préparons-nous à découvrir des récits aussi tragiques que fascinants. Le loup-garou de Bedbour. L'affaire de Peter Stump, surnommé le loup-garou de Bedbour, a sidéré la population. Stump était un fermier accusé d'avoir passé un pacte avec le diable, lequel lui aurait donné une ceinture magique pour se transformer en loup. À l'époque, la croyance dans la lycanthropie était encore répandue. Les témoignages l'accusaient d'avoir commis toutes sortes d'atrocités, notamment l'attaque de femmes enceintes et l'enlèvement d'enfants pour s'en nourrir. L'histoire la plus glaçante reste celle où il aurait dévoré son propre fils. Avec une telle intensité de rumeurs, on se demande si certaines accusations n'ont pas été amplifiées par la peur et la superstition. Néanmoins, la torture finit par lui arracher des aveux. Considéré coupable de sorcellerie, de cannibalisme et d'avoir semé la terreur dans la région, il subit une exécution d'une cruauté sans nom. Son corps fut attaché à une roue, sa chair arrachée à l'aide de pinces chauffées, puis ses membres broyés avant qu'on ne le décapite. Des récits évoquent aussi la mise à mort de sa maîtresse et de sa fille, accusées de complicité. Aujourd'hui, on croit surtout qu'il fut un bouc émissaire idéal, désigné pour calmer la panique générale. Son histoire symbolise la manière dont la peur collective peut se cristalliser autour d'un individu jugé responsable de tous les maux. La peste de Justinien. Bien avant la tristement célèbre peste noire du XIVe siècle, l'Empire byzantin fut ravagé par une épidémie connue sous le nom de peste de Justinien. En 541, le fléau se déclenche en Égypte puis se diffuse rapidement à travers les voies de commerce, atteignant Constantinople et tuant des milliers de personnes par jour. L'empereur Justinien lui-même tombe malade, mais parvient à s'en sortir, fait qui accentue encore la perception populaire d'une punition divine. Pourquoi le souverain survit-il alors que tant de ses sujets périssent? Le problème résidait aussi dans la gestion des cadavres. La ville n'avait plus d'emplacement pour ensevelir les morts, et certains furent jetés à la mer. Les rats et les puces, vecteurs du pathogène, profitaient du chaos pour se déplacer plus facilement. Selon les estimations modernes, la peste de Justinien a pu provoquer la mort de 25 à 50% de la population dans certaines régions, bouleversant l'économie et sapant les forces vives de l'Empire byzantin. À terme, on considère qu'elle a favorisé le déclin byzantin, car la perte démographique et la désorganisation sociale laissaient le champ libre à des ennemis extérieurs. Le procès du cadavre du pape. Au IXe siècle, le pape Formose meurt, laissant derrière lui une réputation controversée. Quelques années plus tard, son successeur, le pape Étienne VI, décide de faire exhumer le cadavre de Formose pour l'emmener devant un tribunal ecclésiastique. Cet événement, surnommé le « cadavre code », est sans doute l'un des moments les plus grotesques de l'histoire de la papauté. Le corps en décomposition de Formose est installé sur un trône, vêtu de ses habits pontificaux, tandis qu'un diacre répond en son nom. Le procès tourne à la farce macabre. Les charges reprochées à Formose concernent ses prises de position politiques et ses fonctions épiscopales passées. Bien évidemment, le verdict tombe. Coupable. Les doigts de bénédiction de Formose sont tranchés, ses ornements pontificaux arrachés, puis sa dépouille est jetée dans le Tibre. La population romaine, horrifiée par cette démonstration de violence post-mortem, se révolte. Étienne VI est bientôt renversé et meurt étranglé. Plus tard, l'Église réhabilitera Formose, jugeant cet épisode comme une terrible erreur. Le « cadavre code » reste un symbole de la folie possible lorsque la politique et la religion se mêlent au ressentiment personnel. L'anarchie en Angleterre. De 1138 à 1153, l'Angleterre traverse une période chaotique qu'on appelle simplement l'anarchie. Elle naît du conflit de succession au trône après la mort du roi Henri Ier, dont la fille, Mathilde, appelée l'impératrice, est censée hériter.
Mais Étienne de Blois, un cousin, s'empare du pouvoir. S'ensuit une guerre civile où barons et chevaliers changent de camp à tout va, ajoutant encore au désordre. Les campagnes subissent le pillage de mercenaires, les récoltes sont brûlées, et un sentiment de désespoir s'installe. La capture d'Étienne à un moment crucial laisse croire à la victoire de Mathilde, mais celle-ci est chassée de Londres sous un jet de détritus. Le conflit se prolonge, épuisant les forces du royaume, jusqu'à ce qu'un compromis survienne. Étienne nommera le fils de Mathilde, Henri II, comme héritier. Cette solution met fin à près de 2 décennies de violence et laisse l'Angleterre en ruine sur le plan économique et social. Cet épisode a largement nourri la réputation du Moyen Âge comme étant l'âge des troubles et des guerres incessantes. Lord Ali, le jugement par l'épreuve. Dans de nombreuses contrées médiévales, le concept de hors d'Ali servait de test légal, supposé prouver la culpabilité ou l'innocence en recourant à l'intervention divine. Les variantes étaient multiples. Dans Lord d'Ali par l'eau, on jetait la personne dans un lac. Si elle coulait, elle était innocente mais pouvait se noyer. Si elle flottait, elle était jugée coupable. Lord d'Ali par le feu impliquait de porter un morceau de fer rougi à blanc ou de marcher sur des braises. Si les plaies guérissaient rapidement, c'était le signe d'une intervention divine en sa faveur. Ces rites, profondément ancrés dans la mentalité religieuse de l'époque, offraient souvent un spectacle public terrifiant. Il n'était pas rare que l'accusé, innocent ou non, y perde la vie. Avec le temps, l'Église elle-même s'est aperçue de la barbarie et de la contradiction de ces pratiques, et a fini par s'y opposer. Néanmoins, elle demeurait encore dans l'esprit populaire un moyen d'identifier les supposés coupables, qu'il s'agisse de bandits, de sorciers ou même de rebelles politiques. L'histoire du moine assassiné. Les monastères du Moyen Âge ne se résumaient pas à la prière et à la copie de manuscrits. Des luttes de pouvoir pouvaient éclater derrière les murs. Dans l'un de ces établissements, un moine se trouva au cœur d'une rivalité si intense qu'un groupe de ses confrères décida de le faire taire pour de bon. Selon les chroniques, il l'aurait surpris dans son sommeil et l'aurait scié en deux, en commençant par la région de l'aine, garantissant ainsi une agonie lente et atroce. Le scandale fut énorme quand la supercherie fut éventée, car l'on s'attendait à ce que les religieux respectent au moins les préceptes de non-violence. Les coupables furent arrêtés et condamnés, mais ce crime sanglant illustre la face cachée de certaines communautés monastiques, rongées par l'ambition, la jalousie ou la peur de dénoncer un acte répréhensible. L'assassinat de Charles le Bon. Comte de Flandre au début du XIIIe siècle, Charles le Bon s'était fait remarquer pour son sens de la justice et sa volonté de protéger la population contre les manigances de certaines familles riches qui causaient la famine en thésaurisant le blé. Mais ce zèle lui valut de puissants ennemis. Un matin de 1127, alors qu'il priait dans une église, des chevaliers surgissent, l'encerclent et l'assassinent brutalement devant les fidèles médusés. La mort de Charles provoqua un véritable chaos dans la région. L'élite se déchira pour la succession, et le peuple, terrifié, craignait un retour des disettes. Les assassins furent traqués et subirent diverses peines, mais la vacance de pouvoir laissa la Flandre exposée à des troubles politiques pendant un bon moment. Le souvenir de Charles le Bon est resté comme celui d'un dirigeant intègre, victime d'intérêts économiques cyniques. Sa fin tragique démontre qu'au Moyen Âge, même la prière à l'autel ne vous protégeait pas des rivalités meurtrières. L'affaire des saucisses. En 1522, à Zurich, un événement a priori anodin déclenche un véritable raz-de-marée dans l'histoire de la Réforme. Ulrich Zwingli, prédicateur lassé des obligations catholiques, soutient qu'il n'existe pas de fondement biblique à l'interdiction de manger de la viande pendant le carême. Pour le prouver, il encourage un petit groupe de fidèles à déguster publiquement des saucisses en pleine période de jeûne. Acte provocateur s'il en est, cette affaire des saucisses scandalise le clergé local, qui voit là un défi direct aux lois sacrées. Les participants sont arrêtés et jugés, mais la foule soutient leurs gestes. Rapidement, cette fronde culinaire devient un symbole de la remise en cause de l'autorité papale. Zurich bascule alors dans la réforme protestante. Bien que l'épisode paraît risible à nos yeux, cuisiner et consommer quelques saucisses, il fut pris très au sérieux au XVIIIe siècle, prouvant que la lutte pour la liberté religieuse peut parfois partir d'un détail gastronomique. La Scoldesbridal, ou muselière à femmes. Au cœur de la société médiévale, la place de la femme était largement subordonnée à celle de l'homme. Les femmes jugées trop insupportables dans leurs propos, trop critiques ou excessivement bavardes, risquaient de se voir imposer la Scoldesbridal, un masque de qui encerclait la tête et plongeait un mors métallique dans la bouche. Toute tentative de parole blessait la langue. Cet objet, souvent orné de piques ou de grelots, visait à humilier publiquement la personne ainsi affublée, en la promenant à travers le village pour montrer combien elle avait failli. Outre la douleur physique, la punition agissait psychologiquement. C'était un contrôle social redoutable, fait pour dissuader les femmes d'exprimer leurs opinions. Dans certains endroits d'Écosse ou d'Angleterre, cette pratique a perduré jusqu'à l'ère moderne.
Il s'agissait de l'une des nombreuses méthodes qu'employaient les autorités civiles ou religieuses pour faire taire les dissidents, surtout quand ceux-ci étaient des femmes ne respectant pas la discrétion imposée. Le massacre des Cathares. Dans la France méridionale du XIIIe siècle, le catharisme se développe comme une dissidence chrétienne, prônant un idéal de pureté spirituelle et rejetant le matérialisme. Pour le pape Innocent III, cette hérésie menace l'unité de l'Église et il lance la croisade albigeoise en 1209. Les troupes croisées se déchaînent. La ville de Béziers est prise d'assaut et ses habitants massacrés sans distinction, qu'ils soient catholiques ou cathares. La fameuse phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » illustre la férocité de l'époque. Les opérations militaires vont durer près de 20 ans, ravageant le Languedoc, confisquant les terres aux seigneurs locaux et exterminant des communautés entières. À la fin, le catharisme est quasi anéanti et la domination royale française est renforcée sur le sud. Ce chapitre sanglant, inscrit dans la mémoire collective de la région, rappelle combien l'intolérance religieuse peut conduire à des extrémités de violence presque inimaginables. Nous venons de parcourir 10 récits qui, chacun à sa manière, témoignent de la dureté et du caractère passionnel de l'histoire médiévale et renaissante. Du fermier suspect d'être un loup-garou, déchiqueté au nom de croyances surnaturelles, aux réformateurs protestants qui rompent avec l'Église en mangeant simplement des saucisses, en passant par la peste de Justinien, qui décima un empire, il apparaît clairement que cette période regorgeait d'événements extrêmes où la religion, le pouvoir et la peur se mêlaient en un cocktail explosif. Alors, est-ce simple folklore noir ou reflet d'un monde pétri d'angoisse? La réponse est sans doute un peu des deux. Pour l'heure, retenons que ces 10 histoires, si troublantes soient-elles, sont réelles et résultent de contextes mêlant tragédie personnelle, effondrement politique et fanatisme religieux. Merci d'avoir suivi cette exploration au cœur des ténèbres historiques, ici sur Boîte Magique. Nous espérons que ce panorama vous aura fait réaliser combien le passé peut se révéler plus étrange que la fiction. Si cette plongée vous a plu, laissez un commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous pour d'autres immersions surprenantes. À bientôt. Et rappelez-vous que même les périodes dites sombres nous éclairent sur notre humanité, entre peur, ambition et soif de renouveau.